Bonsoir à tous, merci à vous de nous rejoindre pour ce nouveau journal. En voici les principaux titres dans ce sommaire. La création de l'Union de l'apiculture de l'Europe et de la Méditerranée a vu le jour donc à Marseille. Projection du film Restauré plein soleil de René Clément. Assa Mendam signe à la Fédération monégasque de boxe et vous découvrirez ainsi l'entraînement des champions au 39 Monte-Carlo. Notre invité de la semaine, Patrice Cellario, à l'occasion du 250e anniversaire de la naissance du sculpteur monégasque François-Joseph Bozio. L'Union de l'apiculture de l'Europe et de la Méditerranée a vu le jour mardi dans la cité phocéenne en présence de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. Objectif principal, réunir des experts afin de protéger l'avenir des abeilles. Dominique Poulain et Serge Prémont étaient sur place. C'est au palais du Pharaon, en plein cœur de Marseille, que le sort des abeilles est évoqué. Que se réunissent autour de Thierry Dufresne, le président de l'Observatoire français de l'apidologie, et du Prince Albert II, des experts, des scientifiques, des professionnels de l'apiculture. De nombreux dangers planent sur les abeilles et leur nombre est en déclin. Différents facteurs influent sur cette situation. Les changements climatiques, la perte de biodiversité ou encore l'utilisation de pesticides. Le besoin de coordination entre les différents acteurs impliqués est donc important, d'où la création de l'Union de l'apiculture de l'Europe et de la Méditerranée, dont la principale mission, bien sûr, sera la sauvegarde des abeilles. C'est 84 membres qui vont se réunir et qui vont porter des projets, donc non seulement des projets politiques, c'est-à-dire comment faire évoluer les choses, mais surtout qui vont faire appel aujourd'hui aux entreprises pour pouvoir essayer de résoudre, grâce à cette force financière, beaucoup de sujets, investir massivement dans la recherche, mais investir également dans ce formidable vecteur d'emploi qu'est l'apiculture. L'UAEM permettra d'élaborer des mesures à recommander et deviendra un interlocuteur auprès des institutions politiques européennes et méditerranéennes et des pouvoirs publics de chacun des pays concernés. Bien sûr, il y a eu des avancées, bien sûr qu'il y a une mobilisation qui est plus importante qu'auparavant, il y a des connaissances scientifiques qui se sont améliorées, mais les menaces existent toujours. Je crois que toutes les initiatives comme celle-ci sont extrêmement importantes, de regrouper tous les spécialistes, tous les acteurs de la filière, et aussi l'intégration des industriels qui font aussi partie, bien sûr, de cette filière. Et donc c'est extrêmement important que tout le monde soit réuni pour mieux dialoguer, pour mieux échanger, pour mieux trouver des solutions, pour aider les abeilles à ne pas disparaître. C'est ce que nous allons tous œuvrer pour cela. Depuis plus de 20 ans, les apiculteurs et les spécialistes de l'environnement tirent la sonnette d'alarme, mais ils ne sont pas assez entendus. Pourtant, il y a urgence. Les ruches sont parfois désertes à 80%. Et ça, c'est je crois, une évidence, c'est que les fonctions de pollinisateurs des abeilles sont essentielles pour la reproduction des végétaux et donc pour la vie sur Terre. C'est pour cela que depuis que les abeilles sont confrontées à de graves problèmes avec les diminutions du cheptel, les mortalités, eh bien, on essaie effectivement de s'allier aux initiatives qui permettent de lutter contre cette situation. Les membres français de cette UAEM sont des personnalités des filières apicoles et horticoles. Une cinquantaine de dirigeants d'entreprises se sont par ailleurs associés à la cause des abeilles. Le souverain qui a ensuite rejoint la principauté afin d'assister notamment à la projection du film Plein soleil au Grimaldi Forum, une version restaurée proposée par les archives audiovisuelles de Monaco, José Sacré. Mardi 17 avril au Grimaldi Forum, son Altesse Sérénissime le Prince Souverain a assisté à la projection de Plein Soleil, un film de René Clément, récemment restauré par Studio Canal et la Cinémathèque française, avec le soutien du Fonds culturel franco-américain. Cette projection était organisée par les archives audiovisuelles de Monaco que dirige Vincent Vatrican. Pourquoi avoir choisi ce film, Plein Soleil de René Clément ? Parce que c'est un film emblématique du cinéma français, tourné en 1960, même année qu'à bout de souffle. D'un côté Jean-Paul Belmondo, de l'autre Alain Delon, qui deviendront l'un comme l'autre les deux plus grandes stars du cinéma français. Et le film de Delon, on l'a un peu perdu de vue, il vient d'être restauré en 4K avec une image absolument splendide. C'était pour nous l'occasion de rendre hommage
au travail de restauration que les cinémathèques du monde entier effectuent au quotidien. L'objet social de la Cinémathèque française, c'est la conservation de la mémoire du cinéma et la diffusion de la connaissance et de l'amour du cinéma en France et partout dans le monde. Donc lorsque nous restaurons des chefs-d'œuvre du cinéma mondial, comme celui que nous allons voir ce soir, on est exactement dans l'objet social de la Cinémathèque française, c'est-à-dire conserver et transmettre. Plein Soleil est une pépite de notre catalogue, donc c'est pour ça qu'on a voulu le restaurer en 2013 et proposer la meilleure version possible, donc c'est-à-dire une restauration 4K de ce film-là, pour pouvoir l'exploiter et le diffuser le plus largement possible. Donc après l'avoir restauré, on l'a ressorti en salle, on a fait une nouvelle édition vidéo, DVD et Blu-ray. Et aujourd'hui, on est très heureux de le présenter à Monaco. En 4K, ça veut dire que ça prolonge la vie du film, entre guillemets, éternellement. Éternellement, en tout cas jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle technologie, mais peut-être on sera au 8K bientôt, donc en tout cas c'est le mieux qu'on fait aujourd'hui. Et pour l'anecdote, quand on fait une restauration comme ça, on retire à nouveau le film en pellicule, puisqu'on considère aujourd'hui encore que c'est le support le plus fidèle et le plus fiable dans le temps, contrairement aux fichiers numériques qui peuvent s'altérer ou ne plus être lisibles au bout de quelques années. C'est un film qui marque l'histoire du cinéma, Plein Soleil. Oui, parce que c'est un film qui va révéler Alain Delon, qui est un film qui ne cache pas ses ambitions d'un suspense un peu à l'américaine, et en même temps cette lumière si particulière de la Méditerranée qui baigne le film, et c'est cette passion morbide. Depuis le début du mois de mars, la mairie propose un nouveau service d'aide sociale baptisé SOS administratif. Il a pour objectif de venir en aide aux personnes résidentes et monégasques de plus de 60 ans dans leur démarche. Écoutons à ce propos Camille Svara. C'est un service d'écrivain public, si on peut dire, pour aider dans toutes les démarches administratives, parce que je crois qu'à partir d'un certain âge, tout devient très très compliqué, ne serait-ce que l'informatique, etc. Même la compréhension de certains documents pour vos papiers de retraite et autres, tout est difficile. Donc c'est une conseillère en économie sociale et familiale qui s'en occupe. Quand elle n'est pas là, il y a l'assistante sociale, donc il y a toujours quelqu'un à la disposition des gens. Et on peut donc expliquer tous les rouages administratifs aux personnes, prendre des rendez-vous pour eux parce que souvent ils ne savent pas où s'orienter en fonction de ce qu'ils ont reçu. Expliquer tout ce qu'ils ont reçu, des formulaires, des contrats, s'ils veulent faire des plaintes parce qu'ils trouvent qu'ils ont trop payé un service, savoir les orienter, faire la petite lettre, tout ça, ça devient difficile. Et ce service est entièrement gratuit. Il y a une permanence tous les mardis de 9h à 12h chez la conseillère ou l'assistante sociale. L'annonce officielle est intervenue mardi matin lors d'un point presse au Club 39. L'ancien champion du monde Hassam Ndam rejoint la Fédération monégasque de boxe. Les explications de Patricia Navarro, image signée Sylvain Perromal. C'est une recrue de choc pour la Fédération monégasque de boxe. Le triple champion du monde WBO-WBA, Hassan Ndam, s'installe durablement à Monaco. Il a pris goût aux entraînements en principauté l'année dernière et c'est donc ici qu'il va finaliser la préparation des nouveaux challenges qu'il s'est fixés. Je pourrais dire que pour nous, c'est bien entendu tout d'abord un fer de lance important, car il était un vrai champion du monde il n'y a pas très longtemps de ça. Et il part pour une nouvelle carrière, donc justement coaché désormais par M. Tuesca, une carrière dont l'objectif est de conquérir à nouveau un titre de champion du monde. La signature d'Hassan Ndam à Monaco est le prolongement d'une belle histoire d'amitié avec son coach Jean-Marc Tuesca. Ils travaillent ensemble quotidiennement. Là, aujourd'hui, c'est 5 entraînements par semaine et plus s'il y a besoin. Et c'est des matinées entières de travail. Et là, c'est pareil, c'est physique, mental et préparation technique, tactique, on met en place des stratégies, on voit de nouveaux systèmes et on optimise la boxe avec quelques petites nouvelles choses que je peux apporter. Autour d'Hassan Ndam, Jean-Marc Tuesca a également constitué un groupe de champions de boxe, ce qui stimule l'émulation entre eux. Et au-delà du physique, le coach le disait, la préparation est également mentale. On a les personnes qu'il faut pour justement nous renforcer, parce qu'un combat de boxe, c'est pas spécialement que physique, c'est aussi énormément mental. Donc dans nos préparations, on est aussi amené à
à avoir ce genre de choses. Je dirais pas des thérapies, hein, mais le fait de savoir pourquoi on le fait, comment on le fait, gérer aussi les parties de son corps, accepter certains efforts, etc. C'est très important pour ne pas spécialement être fatigué au combat mentalement. Et pour compléter le trio de boxeurs, le champion d'Europe et de France Mehdi Amar a également décidé de s'entraîner à Monaco, où la boxe connaît un bel engouement et retrouve une notoriété qui s'était estompée au cours des dernières décennies. Et c'est donc dans le cadre du Club 39 que cette arrivée a été officialisée, un club qui est composé de plusieurs infrastructures hors normes et où s'entraînent déjà plusieurs boxeurs. Le Club 39 est né il y a 1 an et demi à l'initiative de l'ancien joueur de rugby international écossais Ross Beatty. Son souhait était de créer à Monaco un concept de club privé inédit, alliant non seulement des infrastructures sportives, mais aussi un environnement élégant et raffiné avec une offre de services très large. Dans un premier temps, c'était un lieu qui était plutôt gardé secret afin de pouvoir répondre à une clientèle particulière comme des athlètes professionnels mais également des amateurs et pouvoir créer une communauté au sein du club pouvant répondre à différents aspects. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être au-dessus de 400 membres après 1 an et demi d'exercice et nous avons aujourd'hui 45% d'athlètes professionnels qui font partie du club. Aujourd'hui, le Club 39 est devenu un lieu incontournable pour les grands champions comme Zlatan Ibrahimovic qui a effectué ici sa préparation pour son retour dans les stades, le tennisman Novak Djokovic ou l'athlète olympienne Paula Radcliffe fréquentent aussi la structure qui abrite un plateau technique rare. On a essayé donc de pouvoir rendre public, on va dire, des choses qui sont normalement réservées aux professionnels, comme une première salle en altitude, une salle de spinning, où on propose des cours de vélo à 2500 mètres d'altitude et à 3500 mètres d'altitude en conditions réelles. Donc ce qui permet de produire beaucoup plus de globules rouges et donc d'augmenter les performances. Mais également une deuxième salle, où là, qui est plutôt, on va dire, utilisée par nos athlètes professionnels, mais également sur du coaching personnel, où là on peut monter jusqu'à une altitude de 5000 mètres. Et pour ceux qui le souhaitent avant ou après l'effort, le Club 39 compte aussi un restaurant qui propose une carte avec des plats qui répondent à une exigence nutritive et un salon de coiffure dans lequel un autre champion, un champion du monde coloriste cette fois, s'occupe des cheveux des membres du club. Vous pouvez voir derrière moi une sculpture réalisée par François-Joseph Bozio. Je vous propose justement à présent de découvrir l'entretien réalisé à ce sujet avec Patrice Célario. Il est notre invité de la semaine. Patrice Célario, merci d'avoir accepté cette invitation et d'être notre invité de la semaine. Bonjour. Pour parler, et nous allons commencer peut-être par expliquer le lieu qui a été choisi puisqu'il n'est pas le fruit du hasard, pour parler des commémorations liées à François-Joseph Bozio. Et cette nymphe devant le ministère d'État où nous nous trouvons illustre parfaitement justement le travail qui a été réalisé par ce sculpteur monégasque. Une toute première question, est-il d'ailleurs important à vos yeux et plus largement pour le gouvernement princier d'organiser ces commémorations à l'occasion des 250 ans de la naissance du sculpteur monégasque? D'évidence, oui, bien évidemment. À l'heure où on parle et où on installe l'Institut du patrimoine qui a été créé par la loi votée l'an dernier par le Conseil national, il est bien évidemment important de faire partager, peut-être de rappeler aux souvenirs de certains, de faire découvrir peut-être auprès d'un certain nombre de nos résidents, des monégasques mais aussi des résidents de la Principauté, qui était François-Joseph Bozio, parce qu'il fait partie du patrimoine culturel de la Principauté. C'est un sculpteur majeur de la Restauration, de l'Empire, et ce n'est pas anodin que le petit territoire qu'était la Principauté à l'époque, comme elle l'est aujourd'hui, ait pu permettre l'éclosion d'un tel talent qui fait partie donc du patrimoine de l'histoire culturelle de la Principauté. Donc oui, c'est important de pouvoir transmettre ce patrimoine, le faire connaître, le faire partager, peut-être le faire redécouvrir aux yeux d'un certain nombre. Alors François-Joseph Bozio, pour faire écho à ce que vous disiez à l'instant, a d'ailleurs été honoré du titre de premier sculpteur du roi à l'époque.
Vous avez employé un terme très important, celui de transmission tout au long de cette année. Les étudiants, notamment de l'école supérieure d'art plastique Pavillon Bozio, ont travaillé sur ce sculpteur et ils vont dévoiler aussi une partie de leur travail à l'occasion des célébrations et des commémorations de ce 19 avril. Il y a aussi, Patrice Célario, un timbre et une pièce. Il était important là aussi de pouvoir les proposer en souvenir finalement. Oui, parce que dans ces commémorations, si vous voulez, il y a d'une part un aspect un petit peu de célébration de ce qu'était François-Joseph Bozio, donc de faire connaître un certain nombre de ses œuvres. Nous avons la nymphe qui orne le parterre du ministère d'État, mais nous avons d'autres œuvres en principauté. Mais il y a aussi, et c'est tout l'intérêt de cette question de la connaissance, de la transmission du patrimoine et le travail que l'on doit faire dessus, il y a aussi le fait que ce n'est pas quelque chose de figé dans le temps et que partant de ce travail et des œuvres de François-Joseph Bozio, nos artistes actuels, nos futurs peut-être François Bozio du XXIe siècle, peuvent s'inspirer de son travail et créer à partir ou autour de son œuvre une création actuelle. Et effectivement, vous avez bien fait de le rappeler, parmi les éléments de cette commémoration, il y aura la présentation du travail que les professeurs de l'école supérieure d'art plastique, le pavillon Bozio, donc l'école qui est l'école municipale des arts de la Principauté, a demandé à ses étudiants de deuxième année de réfléchir, de créer autour de cette œuvre de François-Joseph Bozio, de qu'est-ce que peut signifier aujourd'hui, au XXIe siècle, l'œuvre d'un artiste qui a travaillé il y a quelques 200 ans en arrière. Et une exposition sera également proposée dès cette semaine, me semble-t-il, à la Villa Paloma. Il faudra aussi attendre un petit peu le mois de juin, mais elle sera tout aussi intéressante, j'imagine. L'exposition proposée au cœur du Palais Princier. Oui, alors deux éléments un petit peu différents. Le travail qui sera présenté à la Villa Paloma, donc au nouveau musée national de Monaco, est un travail là aussi de création. C'est une œuvre qui est créée par l'artiste Laric, qui là aussi, à partir de l'œuvre de François-Joseph Bozio, a réinterprété la nymphe, justement, dans une création tridimensionnelle, donc dans une autre approche de la création autour de cette œuvre, qui est également là aussi intéressante à découvrir. L'exposition qui sera ouverte durant la période estivale au Palais sera plus une exposition sur le parcours historique de l'artiste et la production que lui-même a faite. Il faut également souligner un numéro hors série qui a été rédigé de la revue Connaissance des Arts et qui donnera un regard d'historien de l'art, je dirais spécialiste de l'art de la sculpture du XIXe siècle sur l'importance de cet artiste né en principauté, sujet monégasque, et qui a marqué, je dirais, de son empreinte l'Empire, mais également la Restauration, donc une bonne partie du début du XIXe siècle, et notamment toutes les œuvres que l'on a à Paris, dans l'espace public parisien, de la part de cet artiste. Enfin, et on le présentera là aussi dans cette semaine, mais on les reverra bien évidemment au long de l'année, des épisodes de l'émission Dardar qui ont été réalisés à la demande du gouvernement princier dans le format de l'émission. C'est un format très condensé où en 1 minute et demie, il y a une présentation très synthétique, à un rythme très soutenu par M. Tadei, de l'œuvre de l'artiste. Donc 3 épisodes auront été rédigés, construits pour faire découvrir à un plus grand nombre, bien évidemment, que les seuls résidents de la Principauté, puisque ces épisodes sont diffusés sur France 2, mais également sur TV5 Monde. Patrice Célario, un grand merci et très bonne commémoration. Merci à vous. Merci.
Voilà donc pour cet entretien, je vous le rappelle, images de ces commémorations à découvrir dans votre journal du vendredi 20 avril dès 19h. Et pour l'heure, voici vos prévisions météo. La journée de jeudi sera en grande partie ensoleillée malgré la présence de quelques nuages. Il soufflera une légère brise tout au long de l'après-midi. Côté température, 15 degrés pour les minimales et 21 pour les maximales. Les jours suivants, le temps sera assez stable avec de bonnes prévisions et un beau soleil prévu pour samedi. Le lendemain, dimanche, sera plus mitigé avec le retour des nuages. Un début de semaine en demi-teinte. Lundi et mardi, le temps se couvrira progressivement. Au menu, un ciel couvert et un climat légèrement plus frais. Fin de cette édition, merci pour votre fidélité. Je vous laisse à présent en compagnie de Frédéric Elion et de Fabien Bonilla qui vont bien évidemment vous parler tennis comme chaque jour de cette semaine. À très bientôt.